La principale mission du ministère de l'Éducation de l'Ontario est de s'assurer que les élèves du jardin d'enfants à la 12e année aient accès à des programmes intéressants, stimulants et pertinents à leur progression en tant qu'individus. Le ministère est, dans l'économie du savoir, l'organisation qui chapeaute et orchestre le transfert de savoir des jeunes via les écoles. Une saine gestion des connaissances est donc tout à fait prescrite pour s'assurer d'une mission réussie. Au cours de cette séance, nous ferons d'abord le portrait de la situation du ministère de l'Éducation. Puis, nous analyserons les problèmes soulevés dans l'organisation et l'importance de la gestion des connaissances. Nous proposerons ensuite une série de recommandations, évaluerons les impacts de leur mise en place et les moyens de favoriser leur implantation. Bonne présentation! L'origine historique du problème réside en partie dans le fait suivant. Durant les 15 dernières années, l'Édu et le ministère de la Formation et des collèges et universités ont plusieurs fois fusionné puis ont été redivisés en deux ministères. Cela met en lumière la dépendance, voire la soumission de l'organisation aux élections provinciales et des changements de pouvoir politiques qui peuvent subvenir aux 4 ans et qui amènent des changements importants dans la structure. Pour pallier à cette situation et effectuer leur travail quotidien, les employés utilisent davantage les liens informels qui existent entre les individus de divers niveaux et fonctions que les liens formels hiérarchiques. Ceci démontre une complexité des réseaux de circulation de l'information dans l'organisation. Afin d'exposer les divers problèmes rencontrés au ministère, nous avons structuré ceux-ci autour des 5 capacités dyadiques de la chaîne de valeur de la connaissance. Considérant cette dernière comme une suite de concepts et d'actions permettant aux suivants de se développer convenablement, le premier problème est de première importance et le dernier est de moindre. 1. Déficit d'exploitation des connaissances. Parmi les types de déficits évoqués dans le cours, celui de l'exploitation des connaissances semble être le plus flagrant dans ce cas. Le bassin de connaissances explicite est gigantesque, 3 millions de documents. Mais comme l'accès à la bonne information au bon moment est fastidieuse, l'exploitation de ce bassin est grandement compromise. Par conséquent, comme le mentionne IBM, de nombreuses connaissances sont toujours tacites au ministère. Certains individus possèdent des savoirs qu'ils savent à jour et utilisables, mais seule une partie des employés connaît ces individus et la source de connaissances qu'ils représentent. IBM mentionne par ailleurs que même les gestionnaires ont de la difficulté à associer les experts à leur domaine d'expertise respectif. Il ressort de cette situation un manque de leadership et de coordination dans la gestion des connaissances. Ceci amène alors un autre problème. 2. Impossibilité d'évaluer avec justesse la réserve de connaissances. La situation présentée dans le précédent problème rend très difficile l'obtention d'une vision globale des connaissances détenues au sein de l'organisation. Pour reprendre l'analogie de la baignoire présentée dans le cours, il semblerait que celle du ministère soit pleine, puisqu'elle contient une quantité importante de données. Toutefois, à la lumière des investigations de IBM, il semble que l'eau de la baignoire soit très polluée de documents obsolètes et de copies superflues. On parle ici de 15% des documents qui sont stockés en double ou plus. Comme le mentionne IBM, les documents sont difficiles à trouver dans les 38 différents sites Web. Dans ces conditions, il est plus difficile d'identifier où est le déficit de création de connaissances afin de rendre l'organisation plus performante. 3. Déficit d'intégration des connaissances. Au problème précédent s'ajoute alors le déficit d'intégration des connaissances. En d'autres termes, tous les efforts effectués dans la création des connaissances sont en grande partie à refaire à chaque fois et génèrent une immense perte d'efficience. Comme le spécifie IBM, il y a multiplication des efforts des intervenants qui passent à côté de collaborations internes prospères et rentables. Si on s'appuie sur le processus de création de connaissances Path Dependent, l'organisation est très performante au niveau de la socialisation. Les nombreux réseaux informels sont bien établis et supportent cette phase. De la socialisation, les employés obtiennent de nouveaux savoirs pour créer les livrables que leur rôle exige. Le problème survient à la phase suivante. Normalement, pour qu'il y ait création de valeur, il y a combinaison des connaissances. Ainsi, les documents, savoirs explicites produits antérieurement, sont réutilisés et combinés pour bonifier le savoir collectif de l'organisation et augmenter sa valeur. Cette combinaison structurée et méthodique est absente ici. L'étape suivante du cycle de création de connaissances, soit l'internalisation, est alors elle aussi court-circuitée. Les employés n'ont pas le réflexe ni la confiance de se tourner directement vers des sources de savoir explicites pour effectuer leur travail. L'organisation semble coincée dans un demi-cycle non générateur de valeur, comme le montre l'image au point 3.
Dans le même sens, IBM mentionne la précarité de l'infrastructure de partage de l'information. Cette situation a un impact direct sur la culture organisationnelle qui est en partie une manifestation concrète des interrelations au sein de l'organisation. Comme le mentionne IBM dans son rapport, la culture organisationnelle présente au ministère est un frein important dans le partage des connaissances. 4. Déficit de maîtrise des applications de la connaissance. Nous mentionnions précédemment la présence de contenus sensibles amenant des enjeux et des inquiétudes quant à la confidentialité des informations circulant dans l'organisation. En effet, même si le ministère travaille pour le public et que ce dernier peut à tout moment faire une demande d'accès à l'information, tout contenu n'est pas du domaine public. La loi stipule que toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Nous pouvons aisément imaginer qu'il n'est pas désiré pour un employé qu'un document en cours de conception fasse l'objet d'une fuite ou se retrouve dans les médias. D'autre part, la réalité du travail au ministère est que sa gouvernance change avec les changements de pouvoir. Les enjeux politiques sont donc omniprésents même au sein de l'organisation. Cela peut expliquer la crainte que les employés ont à partager les informations car les fuites internes ne sont pas impossibles. Cette situation se traduit par un déficit des applications de la connaissance. Ces dernières permettent de créer de la valeur pour l'organisation en favorisant l'utilisation du savoir dans un nouveau contexte. Ainsi, lorsqu'un employé génère des connaissances explicites, une application bien identifiée permettra à un employé d'une autre division, non reliée au premier par un réseau informel, de pouvoir profiter de cette connaissance pour ses propres objectifs professionnels. Toute cette structure est toutefois déficiente au ministère et résulte d'une position défensive et de méfiance. Les niveaux de confidentialité variables ne facilitent pas non plus cette gestion. Cela nuit une fois de plus au partage d'informations définies comme la transformation d'une connaissance individuelle en connaissance organisationnelle. 5. Évaluation déficiente de la performance. L'information présentée dans le cas ne parle pas explicitement de l'évaluation de la performance au ministère. Nous prendrons donc position en émettant l'hypothèse qu'elle est généralement absente de l'organisation. Cette situation n'est par ailleurs pas une surprise puisque la gestion de la connaissance est déficiente dans son ensemble. Certains éléments sont toutefois évoqués quant aux mauvaises performances de l'organisation. IBM parle de la réduction par attrition des effectifs qui entraîne la perte des connaissances et l'impression générale de surcharge d'informations. Cette faible performance empêche toute l'organisation d'atteindre un fonctionnement interne favorisant l'émergence de l'innovation. L'utilisation d'indicateurs de performance et de tableaux de bord ne semble pas exister et nous ne pouvons pas identifier à la suite de la lecture du cas les liens entre la stratégie générale de l'organisation et la gestion des connaissances en son sein. La situation qui semble se dégager est celle d'initiatives isolées, beaucoup plus qu'une stratégie de gestion de connaissances globale, pensée et mise en application. Bref, toutes les étapes de la gestion de la connaissance sont défaillantes au ministère et cela empêche ce dernier de performer et de profiter d'opportunités d'innovation. Passons maintenant aux pistes de solutions proposées. Nous allons maintenant vous parler de l'importance de la gestion des connaissances. La gestion des connaissances est importante car elle met en avant le partage d'informations et de données tout aussi importantes entre les acteurs actifs au sein d'une organisation. Dans une ère numérique telle que la nôtre, une quantité massive de connaissances impliquant les informations et les données sont produites chaque jour et les entreprises se doivent d'exploiter intelligemment et au bon moment chaque bonne parcelle de renseignements dont l'objectif est de les mettre à jour en termes d'actualité, de savoir-faire et de compétences. Et pour mettre tout cela en exécution, l'entreprise se doit de créer une culture de création, de partage et d'exploitation des connaissances à tous les niveaux. Il est important de souligner qu'une entreprise peut encourir plusieurs risques en négligeant sa politique de gestion des connaissances, ce qui peut le confronter par exemple premièrement, à une perte d'information capitale lorsqu'un employé se retire d'une entreprise sans avoir transmis ses compétences et expériences aux nouveaux venus. Deuxièmement, un risque de stockage d'informations beaucoup trop important et de ne pas être capable de les filtrer et de les exploiter par la suite. Et dernièrement, un risque au niveau d'une mauvaise gestion d'accessibilité à des données confidentielles et se donner l'erreur de permettre cet accès à des individus non autorisés et, dans le pire des cas, un accès à des personnes mal intentionnées.
Ainsi, la mise en avant d'une stratégie de gestion de connaissances est primordiale pour toute organisation car elle implique des connaissances tangibles et intangibles et des savoirs et savoir-faire de l'entreprise. Nous allons maintenant évoquer les avantages de la gestion de la connaissance, ce qui seront répartis en quatre catégories distinctes, qui est le repérage, la préservation, la valorisation et l'actualisation. Pour commencer, concernant le repérage, les informations et données capitales doivent être identifiées, recueillies, puis hiérarchisées pour simplifier leur recherche. Dès que ces informations seront à portée de main, chaque acteur de l'entreprise sera en mesure de capturer les éléments d'information dont ils ont besoin. Ce qui engendre une bonne connaissance collective, une courbe d'apprentissage, une meilleure cohésion et de coordination des informations et donc moins de risques de désinformation et de problèmes de compréhension au niveau des équipes. Deuxièmement, nous sommes à la préservation, qui est une phase importante de la gestion des connaissances, car elle a pour objectif de filtrer les données, les catégoriser selon leur nature, leur degré d'importance et de confidentialité, et de les stocker pour éviter une perte de connaissances, qu'elles soient tangibles ou intangibles. Nous passons maintenant à la valorisation, qui, une fois les données en notre possession, il faut les rendre accessibles et permettre à ce que tous les employés puissent les diffuser et les partager dont la finalité est de mettre en valeur ces données en question et de les exploiter dans sa totalité, c'est-à-dire valoriser surtout la cohésion de groupe. Et dernièrement, l'actualisation est une phase qui a pour objectif de lutter contre la désinformation et l'obsolescence des données auxquelles une entreprise peut être confrontée. Une entreprise se doit de toujours être à jour des informations qu'ils détiennent ou qu'ils recherchent. Suite à l'analyse des problèmes énoncés par ma collègue et la discussion de l'importance de la gestion des connaissances au sein d'une organisation, passons maintenant aux recommandations. Tout comme les problèmes, 5 regroupements de solutions pour 5 capacités dyadiques. Le problème le plus important étant celui du déficit de l'exploitation des connaissances, notre première recommandation porte donc sur la cartographie et l'acquisition de connaissances. Tout comme IBM le propose, nous croyons qu'il serait pertinent pour le ministère de l'Éducation de mettre en place un répertoire des experts qui permettrait à tous les membres du personnel de connaître les champs d'expertise de chacun et donc de savoir à qui s'adresser lors de questionnements. Autrement dit, il s'agirait ici d'effectuer la cartographie des connaissances. Cela impliquerait donc de créer un répertoire présentant les différents experts combinés à leur domaine d'expertise, aux articles publiés par ceux-ci et aux recherches en cours. Cette application pourrait également être raccordée au système de questions de la clientèle et les experts pourraient y répondre directement s'ils le désirent et ce, de façon anonyme. Par ailleurs, nous croyons qu'il ne suffit pas de donner accès à la cartographie aux employés pour que ceux-ci se mettent à l'utiliser. Nous suggérons donc à l'EDU de mettre en place un programme composé d'un groupe d'employés dont chacun serait issu de départements différents afin de créer une escouade d'acteurs en gestion de la connaissance. Ils seraient en quelque sorte les Map Champions. La création d'un tel outil utilisé conjointement avec une équipe active en gestion des connaissances permettrait ainsi d'augmenter l'efficience des équipes de travail au sein du ministère en augmentant le niveau de coordination et de leadership des connaissances et en limitant les pertes de temps liées à la recherche de l'expert nécessaire. Notre deuxième recommandation concerne la création associée à la destruction des connaissances. Ainsi comme le suggère IBM, notre recommandation est de mettre en place un bon système de gestion des documents afin de créer un environnement sain de partage et d'évaluation des connaissances. Un tel système permettrait de créer une mémoire organisationnelle pour le ministère. Ce dispositif permettrait d'effectuer la recherche, l'évaluation, l'approbation et la modification des documents, ceci rendant ces tâches beaucoup plus faciles et rapides. De ce fait, plus de temps pourrait être accordé à la création de connaissances car il y aurait moins de pertes de temps associées au partage tacite des connaissances. Néanmoins, afin d'empêcher la pollution de ce nouveau système par des documents de nombreuses versions qui peuvent être désuets et faux, il sera important pour le ministère d'effectuer de la destruction intentionnelle des connaissances. Ce qui constitue une opportunité pour améliorer la productivité des employés en permettant de ne conserver que les connaissances utiles à l'organisation. Ces deux solutions combinées permettraient donc d'évaluer la réserve de connaissances pour ensuite avoir la possibilité d'en créer de nouvelles qui seront significatives. De ce côté également, les systèmes de gestion des documents proposés par IBM aideront pour l'intégration du partage des connaissances en fournissant une plateforme universelle à tous, permettant ainsi d'avoir tous accès au même niveau de connaissances en rendant l'information accessible plus facilement, favorisant l'internalisation. Par ailleurs, comme expliqué dans les problèmes, le ministère n'effectuant pas le cycle de création et d'intégration des connaissances dans son entièreté, notre troisième recommandation est donc, comme le propose IBM,
d'instaurer des communautés de partage. Ceci permettrait de partager des connaissances explicites à d'autres membres de l'organisation en créant un espace collaboratif, sain et laissant libre cours aux experts des différents domaines de travailler conjointement sur les recherches effectuées par le ministère. Cette solution permettrait alors d'obtenir une circulation fluide de l'information au sein du bas en augmentant le taux d'internalisation et de combinaison, soit les deux activités qui étaient manquantes au cycle. De plus, les employés ayant une certaine méfiance vis-à-vis de l'utilisation des documents présents dans un tel système, la communauté de partage serait un bon premier pas dans cette direction. Les employés constateraient que les documents présents lors de ces rencontres sont exactement les mêmes que ceux présents dans le système et permettraient alors de réduire la courbe d'apprentissage en donnant accès rapidement à des sources de connaissances fiables. La nature confidentielle des données du ministère a au fil des ans renforcé une culture de méfiance et de crainte de l'échange et du partage d'informations. C'est pourquoi, afin de retirer ces barrières au partage de connaissances, nous croyons que le ministère devra se munir de saines pratiques en ce qui a trait à la protection de la propriété intellectuelle et des informations sensibles. La protection deviendrait un moyen pour faciliter les interactions entre les membres de l'organisation. Ainsi, comme le propose IBM, nous suggérons d'ajouter une fonction de sécurité au système de gestion des documents. L'utilisation d'un système demandant des accès spéciaux pour la consultation ou la modification d'un document permettrait aux employés d'avoir plus confiance en celui-ci et en ce qui a trait aux données qu'ils partageront via cette plateforme, qu'elles ne feront pas l'objet d'une fuite. De plus, nous croyons qu'il sera primordial pour le ministère d'établir des normes en matière de confidentialité. En effet, en rendant les règles et codes de confidentialité clairs pour tous, les employés seraient davantage en mesure de comprendre quelles données peuvent être partagées et avec qui ils peuvent les partager, rendant donc les interactions plus fluides. Combiné à cette solution, nous suggérons également de faire signer des ententes de confidentialité aux nouveaux employés lors de l'embauche afin de limiter les risques de fuite future car les contrevenants se verraient sévèrement réprimandés. Il est important de faire de l'évaluation, et ce encore plus à l'aube d'importants changements. Notre dernière solution pour aider le ministère dans sa gestion des connaissances est donc de créer un tableau de bord avec des indicateurs significatifs permettant de suivre la progression autant des nouveaux processus mis en place que de la performance. On y trouverait donc des indicateurs tels que le nombre de documents mis à jour ou encore la satisfaction des employés. Par ailleurs, pour récupérer des données fiables et valables pour le tableau de bord, il est primordial de favoriser une culture qui utilise un réseau formel plutôt qu'informel pour les interactions. Si la majorité des interactions se produisent sur réseau informel, il devient difficile d'évaluer la progression au niveau de la connaissance, car certaines informations resteront dans ce réseau et il deviendra difficile de les intégrer lors des évaluations. Utiliser un réseau formel pour le partage de connaissances permettra donc de s'assurer que plus de membres de l'organisation sont au parfum des nouvelles idées et informations, et ainsi plus de personnel pourra se pencher sur un même problème et trouver une solution. Nous allons étudier les impacts de l'implantation des solutions sur le ministère. La première chose, ce sont les impacts organisationnels. Tout d'abord, nous verrons que l'organisation ne sera plus composée de silos, mais communiquera beaucoup mieux. Et l'information, tacite et explicite, pourra plus facilement être partagée, notamment via des communautés et une banque de données. Cependant, il faudra s'assurer tout de même que l'information explicite sera acceptée et effectivement utilisée par la communauté, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans les mœurs actuelles. Pour s'assurer d'une bonne communication de l'information, notamment sous forme tacite, des espaces de partage, des communautés d'experts pourront permettre de créer un bas au sens de Nonaka et donc de renforcer la culture déjà très axée sur un partage tacite de l'information. En effet, l'information tacite est très souvent plus complexe à faire circuler. Or, dans le ministère, c'est quelque chose qui est déjà très simple, très fort, et donc il faudra renforcer et s'axer sur cet aspect déjà efficace. Si nous nous penchons maintenant sur le plan humain et sur l'impact humain que les recommandations vont avoir, la première chose à anticiper sont les effets de résistance au changement. Alors, Kotter a défini 8 étapes pour pouvoir mener le changement à bien, et ça peut être un très bon point de départ. Il faut tout d'abord s'assurer du soutien explicite des autorités ministérielles, c'est quelque chose que Hornstein a pu montrer en 2010, puisque ces autorités vont légitimer à la fois la nécessité du changement, mais également permettre de s'assurer que c'est quelque chose qui est accepté par tous. Ensuite, il faut trouver des pratiques vertueuses, des personnes qui ont déjà un comportement proche
de celui que nous voulons obtenir. Et pour cela, nous pouvons analyser les méthodes de travail pour déterminer des variances positives. Et une fois ces variances positives déterminées, on peut essayer de voir comment on peut les répandre, les mettre à profit dans toute l'organisation qui est, comme on a pu le voir, plus silotée. Enfin, les experts et les Maps Champions vont pouvoir former une coalition nécessaire pour embrayer le changement, pour dynamiser ce changement et le mettre à profit de tous. Pour terminer, si on peut s'intéresser aux personnes qui vont le plus nettement bénéficier du changement et surtout d'une information explicite, ce sont les nouveaux arrivants, les personnes qui sont dans le ministère depuis peu de temps et qui n'ont pas forcément aujourd'hui conscience d'un caractère tacite et implicite de l'information et qui vont bénéficier donc d'avoir un accès direct à une information explicite, cartographiée, disponible pour tous. Les systèmes d'information vont évidemment être nettement impactés par nos recommandations. La première chose à comprendre, c'est la simplicité de gérer un logiciel unique qui recense les bases de données et les simplifie. En effet, c'est beaucoup plus simple de mettre à jour un seul logiciel, même si le logiciel est complexe, que plusieurs logiciels simples. Et ce, puisque les efforts peuvent être concentrés sur une seule force de frappe. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à cerner dans le domaine des TI. Enfin, les nouveaux logiciels peuvent représenter un point bloquant pour certaines personnes, puisqu'ils ont peur de leur propre incapacité à le prendre en main. Cela va nécessiter de former le personnel avec pédagogie et patience, et de les rassurer quant à leur capacité à en effet utiliser ce qui est mis à leur disposition. Enfin, il faut montrer en quoi ce logiciel est efficace, simple d'utilisation et utile. La culture au sein du ministère est principalement axée sur un doute et une méfiance vis-à-vis de l'information qui est transmise. Cela peut bloquer et paralyser la mise en place d'une cartographie et d'une banque de données. En effet, pour certaines personnes au sein du ministère, il semble que ça ne va pas de soi de simplement upload et download des documents d'une base de données. Ils ont peut-être peur que l'information soit mal utilisée, transmise, fuite. Pour cela, il faut les rassurer et s'assurer qu'ils comprennent en quoi les mises en place que nous avons quant à la sécurité de ces données vont être efficaces. Et pour terminer sur les systèmes d'information, une banque de données unique veut dire des données plus simples à extraire, à suivre et à modifier. Et c'est d'autant plus pertinent depuis la mise en place et le renforcement de la loi sur la protection des renseignements personnels au Canada. Le ministère sera plus performant une fois les recommandations mises en œuvre. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la création de la connaissance sera augmentée tant sur la qualité que sur la quantité. Et même si le ministère aujourd'hui a une grande quantité d'informations, elle n'était pas forcément bien gérée par ailleurs. Et donc une information de meilleure qualité, quand elle est créée, sera certainement plus simple à transférer, communiquer et partager. Enfin, la communication justement de ces informations et de la connaissance au sein du ministère sera améliorée et notamment sera probablement plus réactive puisque l'accès simple à une base de données unique permet de mieux comprendre ce dont quoi l'interlocuteur en face parle. Pour conclure, je dirais que c'est beaucoup plus simple d'être efficace quand on sait qui travaille sur quoi. Et ça, c'est quelque chose que nos recommandations vont aider à améliorer. En effet, on va plus avoir de personnes qui travaillent sur un sujet de recherche très proche d'une autre personne sans que les deux soient au courant. Et ça, c'est un gain de performance et de productivité. Les solutions proposées dans le cadre de cette réflexion devraient permettre de résoudre plusieurs problèmes afférents à la gestion des connaissances au sein du ministère de l'Éducation. Nous voyons à travers tout le processus une opportunité à préserver la connaissance au sein du ministère, minimisant par là même la rotation du personnel qualifié, ce qui est une source d'avantages concurrentiels indéniables. Ainsi, la gestion des connaissances bien rodée et établie à tous les échelons organisationnels aura une dynamique et permettra d'avoir une habileté à générer, à créer de la connaissance à l'interne, et ce, à tous les niveaux de l'organisation. Ceci constituant une source d'avantages pour toutes les parties prenantes, cela va grandement améliorer l'efficacité du groupe à faire face aux challenges à venir. Finalement, on note que ce processus devra se poursuivre sans relâche et que ce n'est pas un projet ayant une fin programmée, mais plutôt une manière de vivre la vision, la mission et les valeurs du ministère. L'implantation proposée n'étant pas vraiment la fin, mais plutôt le début de l'aventure. Je vous remercie.